fondamentaux, je dis bien les besoins fondamentaux, parce que l'État, c'est l'organisation de la société pour réaliser l'intérêt général. Le contenu de l'intérêt général, ce sont les besoins fondamentaux ressentis par la population. Et les besoins fondamentaux ressentis par la population, il n'y a pas que seulement la population urbaine. Il y a la grande partie de notre pays est composée de la population rurale. Donc, les villages sont là comme première structure qui doit recenser, j'insiste beaucoup, qui doit recenser les besoins primaires de notre peuple. Et je disais tout à l'heure, quels sont ces besoins? Besoin de l'éducation, donc l'enseignement des enfants, besoin de la santé, il faut améliorer la santé, besoin des transports, il faut que les pistes rurales puissent être bien faites, et les gens qui travaillent là, ils doivent être aussi bien payés. Besoin de l'eau potable, besoin de... Il faut qu'on améliore, à l'instar des cases qui restent jusque-là, on doit proposer qu'on puisse avoir des maisons tout à fait habitables, adaptées au XXIe siècle. Bref, toute une série de besoins fondamentaux de notre peuple. Parce que quand on parle de besoins fondamentaux, les gens qui nous gouvernent croient que ce sont des besoins qui viennent seulement des citadins. Les vrais besoins viennent de ces villageois-là. Et on doit satisfaire absolument leurs besoins. C'est impératif. Et pour pouvoir satisfaire ces besoins-là, on doit partir de ces structures-là. Alors, le conseil du village doit transmettre maintenant ces besoins. Ici, nous sommes seulement au niveau du recensement des besoins. Ils n'ont pas de moyens pour les satisfaire. Alors, comme eux-mêmes connaissent leurs besoins, ils les mettent sur le papier, ils transmettent ces besoins-là à la première structure qui est la commune. C'est la commune rurale, pour l'instant nous sommes dans la commune rurale, et la commune rurale a déjà certains moyens pour pouvoir satisfaire, que ce soit les moyens humains, que ce soit les moyens surtout financiers. Alors si la commune n'est pas capable, par exemple, de pouvoir installer au village, comme ils l'ont demandé, par exemple, des puits d'eau potable ou apporter aux villageois les engrais pour une meilleure production, et j'en passe, c'est la partie que la commune ne peut pas satisfaire, passe maintenant au niveau, à un haut niveau, qui est le niveau, effectivement, soit du district, si dans la structure prévue, il y a le district, ou soit au niveau de la province, parce qu'il y a aussi d'autres structures que moi je considère tout à fait bureaucratique. Vous avez la province, vous avez le district ou le territoire et j'en passe, c'est trop. Donc dans ces cadres ici, on peut avoir uniquement, évidemment c'est un débat que je provoque ici, on peut avoir le village, la commune, la province et par exemple le pouvoir central. Donc si au niveau de la commune ce n'est pas bien, on n'a pas les moyens pour cela, et que c'est le moyen, c'est la province qui doit fournir, on passe à la province. Si la province ne peut pas satisfaire, eh bien, c'est le pouvoir central qui peut satisfaire. Donc, on doit partir, en tout cas, pour mieux connaître le besoin de notre peuple. On doit partir d'eux-mêmes, donc on doit partir de la population elle-même. Et la population elle-même, le symbole ou le socle même de la population, c'est le village. Et dans le monde urbain, c'est la même chose. Oui, donc, nous avons aussi les structures des notables du monde urbain. Professeur Niemba, souvent, on a l'habitude de jeter la pierre sur les anciens gouvernants qui ont gouverné depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, 45 ans durant. Vous pensez que pendant ces 45 ans, on a changé beaucoup de dirigeants politiques, beaucoup de décideurs. Aucun de ces décideurs n'a eu envie vraiment de se préoccuper de ces villageois de manière à les développer tel que vous le prescrivez dans votre conférence. C'est quand même trop les condamner. Merci beaucoup. En réalité, nous en sciences politiques, on ne condamne personne et on ne jette des fleurs à personne. Nous étudions les phénomènes politiques in toto globaux. Et pour cela, nous étudions les actions. Quelles sont les actions des gouvernants sur le terrain? Nous voyons les actions. Nous essayons d'abord de pouvoir constater ces actions-là. Nous essayons de les analyser. Nous essayons de les comparer avec des actions, peut-être avec d'autres dirigeants au niveau de notre pays, d'autres régimes ou d'autres régimes qui ont réussi ailleurs. Et ensuite, on essaye un peu de voir, après la comparaison, le résultat et voir même systématiser. Donc nous, en sciences politiques, on ne jette pas des fleurs. Si mes références, c'est que vous venez de dire, les différents dirigeants qui sont passés à la tête de notre pays, du point de vue de la population, mais c'était quand même les actions qu'ils ont posées au niveau de notre peuple, le peuple de base, au niveau de nos villages. Quitter un peu le Bumbashi, aller un peu quelque part, même la route qui était magnifique, la route de Likassi, Kolwezi. Mais vous allez faire aujourd'hui, je ne sais pas si c'est 8 heures du temps pour arriver. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et si nous quittons la route bitumée,
Entrez un peu sur des pistes rurales, mais vous allez pleurer, monsieur. Nos camions ne peuvent même pas aller chercher les produits agricoles. Or, nos populations ne vivent que de revenus qui viennent du monde agricole. Alors, je ne sais pas si vous pouvez me citer ces dirigeants-là qui se sont réellement préoccupés de notre peuple, de nos villages, et qui ont posé des actions formidables. Mais allez dans d'autres pays, moi j'ai visité les pays de l'Afrique de l'Ouest, allez dans les villages, vous allez dire, mais tiens, mais nous réellement, nous sommes au XVIIe siècle par rapport à ce pays d'Afrique de l'Ouest. Vous voyez que l'électricité arrive jusqu'au village. Et nous disons d'ailleurs que dans la Troisième République, nous allons produire des idées de telle sorte que l'électricité arrive jusqu'au village. Et de cette manière-là, nous allons sortir nos villages, effectivement, du XVIIe siècle. Il faut que nos villageois sentent que les enfants qu'ils ont envoyés à l'école, à l'université, ils ont appris la science de l'État, la science économique, la science juridique et j'en passe, pour pouvoir tout justement venir améliorer leur sort, améliorer leur vie. Mais jusqu'aujourd'hui, dites-moi, quels sont ces dirigeants-là qui ont amélioré réellement l'essor de nos populations? Ce que les Congolais savent faire, mais c'est la guerre. Seulement ambitionner le pouvoir. Et c'est un peu de voir un endroit où il y a des armes. Eh bien, les Kalachnikov maintenant vont pleurer. Et nous tuons, et enfin pas nous, parce qu'on fait ceux qui font cela, tuent la même population qu'ils comptent effectivement améliorer leur sort. Allez un peu, ici au Katanga, au nord et partout, et d'ailleurs tous les pays est infecté par la guerre. Il faut voir ce que nos dirigeants ont fait depuis ce temps-là. Depuis la rébellion, les rébellions qui sont déclenchées en 1960, depuis la dictature de Mobutu qui considérait la population comme en fait une ennemie. Il fallait automatiquement, quand vous critiquez le système, on oppresse la population. Et jusqu'à aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de concret? Je ne sais pas si vous avez un exemple concret. Comme ça, moi, je peux utiliser cet exemple-là du point de vue des Sciences Po et donc jeter des fleurs à nos dirigeants. Moi, je crois que pour l'instant, les prévisions que vous faites, quelqu'un qui vous entendrait, surtout les jeunes, surtout ceux qui sont par hasard au village, dirait de vous que vous êtes en train de passer un rêve doux. Un rêve doux dans la mesure où, même si après le 30 juin, nous érigeons un État réellement démocratique, un État réellement au service du développement. La première législature de la Troisième République n'aura peut-être que 5 à 7 ans. Et ce n'est pas en ce laps de temps qu'on peut aujourd'hui résoudre l'énormité des problèmes qui oppressent aujourd'hui les Congolais. Merci beaucoup, monsieur le directeur, mais il y a effectivement une énormité de problèmes. Mais pour ceux qui ont la science de l'État dans la tête, qui ont appris comment gérer l'État, eh bien, il y a ce qu'on appelle la priorisation de ces problèmes-là, de ces besoins. Il faut savoir prioriser les besoins qu'on doit satisfaire à court, à moyen et à long terme. Et je vous dis, monsieur le directeur, que ce pays a des moyens pour pouvoir effectivement satisfaire ce besoin de la population. Et parce que nous sommes dans le cadre du village, parce que notre exposé est focalisé au village, eh bien, le pays a le moyen pour pouvoir satisfaire nos villageois. Absolument. Même quand nous allons commencer la Troisième République, première, deuxième année, ça sera un peu pour voir le terrain, mais troisième année, il y a lieu, en tout cas, que ces villageois-là sentent que, oui, la science de l'État est en train de jouer son rôle et peut-être ce que le professeur Niamba a dit, ce n'était pas en tout cas de 20 mots, mais c'est une réalité. Nous, dans la science de l'État, on étudie d'abord ce qu'on dit, on évalue, on voit le moyen réellement mis en place, parce que même ce que je vous dis là, j'ai fait une étude macroéconomique qui prouve que les moyens que nous avons, ces moyens-là, permettent effectivement de pouvoir satisfaire les besoins de nos villageois et les besoins même de nos citadins, ceux qui habitent dans le monde urbain. Professeur Niamba, je crois que vous avez suivi les débats qui se sont déroulés au palais du peuple entre le ministre du gouvernement et les parlementaires. Le ministre du budget et des finances sont passés devant la tribune. Ils ont démontré noir sur blanc que notre budget national était financé à près de 80% par l'extérieur. Les moyens auxquels vous faites allusion, où sont-ils? Merci beaucoup, monsieur le directeur. Les moyens auxquels je fais allusion, tout justement, ce sont les moyens budgétaires. La question qu'on peut se poser... C'est le ministre du budget qui a étalé les réalités du pays, les recettes
et l'apport de l'extérieur pour réaliser ne serait-ce que les élections et même pas pour réaliser le développement du pays. Mais si déjà au départ, pour organiser nos propres élections qui se dérouleront en un jour, on doit faire appel à l'apport extérieur, mais comment assurer un développement qui dépasse peut-être 1 million de fois ce budget-là? C'est-à-dire que la parole de monsieur le ministre, en tout cas, du budget, ce n'est pas une parole d'évangile quand nous faisons nos analyses en sciences politiques et même en gestion de l'État. Moi, je me suis spécialisé en gestion financière publique. C'est que le problème du Congo, c'est quoi? Depuis 60, en passant par Mobutu jusqu'à aujourd'hui, c'est que réellement, du point de vue couverture de récolte de nos recettes, cette couverture n'est pas bien faite. Et même les recettes que les taxes et impôts, les recettes que l'État actuel récolte, eh bien, une grande partie de cet argent-là disparaissent dans les poches de certaines personnalités. De sorte que si nous avons mené une étude aussi là, si réellement le taxes et impôts sont très bien récoltés et qu'il y a un contrôle qu'il faut, avec seulement les recettes qu'on récolte, j'ai dit bien, actuellement, même au niveau de la transition, il y a lieu de bien payer nos fonctionnaires, il y a lieu de bien payer nos enseignants qui ont jusque-là, ils n'ont demandé que 200, je crois, 200 quelque chose dollars. Le pays a la possibilité, effectivement, de le faire avec, je dis, le budget actuel, bon, ils ont essayé de voir, tenant compte de ce que l'État récolte comme recette, eh bien, par an, bon, nous avons autant, donc ils ont basé le budget actuel sur cela. Mais est-ce que vraiment l'État a fait un effort de pouvoir élargir l'assiette des impôts? Pas du tout. Est-ce que l'État a fait un effort de pouvoir réellement sanctionner ceux qui détournent les recettes de l'État, donc l'argent des contribuables? Pas du tout. Donc l'argent est là. Mais le problème est au niveau de la gestion financière, effectivement, des recettes de l'État. Gestion financière des impôts et des taxes. C'est cela. Mais il y a encore d'autres impôts et taxes qu'on peut, à la rigueur, voir, peut-être dans la Troisième République, comment cela pourront contribuer au développement de notre pays, parce que l'État congolais n'a de moyens financiers qu'à partir de ses propres recettes. Et ces recettes ne tombent pas du ciel. Les recettes tombent d'abord de la production économique de notre pays. Est-ce qu'on encourage nos entreprises à pouvoir produire, à pouvoir exporter, bref, à pouvoir être compétitives du point de vue même de la région ou du point de vue mondial? Pas du tout. Donc, ce qui compte pour nous, pour nos députés, j'en passe, c'est que l'argent est là. On s'occupe seulement de l'argent qui vient des diamants, qui vient de l'or, qui vient quelques recettes qui viennent, qu'on ramasse comme ça. C'est fini. Mais on ne cherche pas au Congo-Kinshasa depuis toujours, à pouvoir créer la richesse, à pouvoir créer les recettes de l'État, là où on peut effectivement le trouver, et d'une manière honorable, et non pas en brimant la population non plus. Professeur, vous dites que les dirigeants aujourd'hui mettent l'argent dans leur poche, même en Troisième République, que nous attendons tous. Vous ne dites pas quelque part les garanties que vous pouvez nous offrir pour nous dire que désormais l'argent n'entrera pas dans les poches des dirigeants, mais dans les caisses de l'État. Eh bien, bon, quand je dis les dirigeants, les personnalités qui sont concernées, peut-être tous les dirigeants ne mettent pas l'argent dans la poche, mais il y a effectivement certaines personnes ou personnalités qui en profitent. La garantie pour faire en sorte que l'argent des contribuables congolais ne puisse pas toujours se perdre dans les caisses de l'élite politique congolaise, c'est effectivement de pouvoir organiser l'état des droits. Quand nous disons l'état des droits, et quand je disais tout à l'heure que les lois s'appliquent à tout le monde, dans cet état des droits, hormis la conception, l'organisation, la gestion, nous avons le contrôle. L'organe du contrôle doit être renforcé au Congo-Kinshasa, et c'est là dans tous les services. Et prenons les cas, par exemple, pour contrôler l'argent des contribuables congolais, c'est que dans cet état de droit, nous aurons pour la première fois nos parlementaires qui seront réellement des vrais représentants de notre population, et à qui ces représentants toujours iront rendre le compte. Donc, ces représentants-là vont contrôler les pouvoirs exécutifs
du point de vue de l'utilisation de notre argent, il y a aussi le contrôle interne au niveau du ministère des Finances, où ces contrôleurs, effectivement, contrôlent les finances publiques pour voir s'il y avait mauvaise utilisation. Mais les grands contrôleurs, ça serait effectivement d'abord nos parlementaires, nos sénateurs, mais surtout la Cour des comptes qui doit réellement exercer ses compétences comme il se doit pour pouvoir voir en fait la gabegie qui a été faite à tel ou tel endroit, qui sera en tout cas la gardienne ou je peux dire la mère fouettard des dirigeants qui vont vouloir effectivement s'amuser à pouvoir utiliser à tort et à travers l'argent des contribuables congolais. Donc l'organe de contrôle demain, tant du point de vue du Parlement, tant du point de vue interne donc dans chaque ministère, tant du point de vue du ministère des Finances, cet organe ou ces organes de contrôle doivent être absolument renforcés parce que depuis l'époque Mobutu jusqu'à aujourd'hui, ces organes ne fonctionnent pas. Ne fonctionnent pas. Professeur. Ou si ça fonctionne, c'est d'une manière administrative comme ça, c'est pour amuser la galerie. Je me souviens qu'après la guerre de 80 jours, le pouvoir de l'époque avait organisé des élections libres. Avait organisé des élections libres, peut-être pas au niveau du sommet de l'État, mais les commissaires du peuple qu'on appelait à l'époque, ils ont été élus par la population. Les cours des comptes auxquels vous faites aujourd'hui allusion existaient. Les interpellations des ministres, du Premier ministre au Parlement, ça avait existé. Mais qu'est-ce qui manquait à l'époque? Les interpellations dont vous parlez, c'était de la mascarade. Est-ce que vous avez vu un régime dictatorial réellement organisé, des élections honnêtes, transparentes et libres? Mais le régime de Mobutu, c'était un régime obscurantiste, c'était une dictature tout à fait aveugle. M. Mobutu, pour pouvoir un peu amuser la communauté internationale, organiser des élections tout à fait pour contenter un peu son élite politique charognard. Donc c'était ça. Donc nous étions dans le cas de figure d'une dictature où les élections sont impossibles. Les vraies élections où on doit choisir réellement le représentant du peuple, c'est dans une vraie démocratie qui respecte certains principes. D'abord la souveraineté populaire, et qui dit souveraineté populaire dit effectivement suffrage universel, qui dit suffrage universel dit compétition politique, qui dit compétition politique dit existence du multipartisme. Alors vous me dites que dans l'époque de M. Mobutu, donc, il existait réellement le multipartisme, c'est-à-dire que la population congolaise était regroupée en partis, en groupes de gens, qui, ces groupes de gens, avaient une certaine vision d'organisation de la société, c'est ce qu'on appelle parti politique. Et un parti politique, en fait, c'est une partie plutôt de la population qui a une vision de l'organisation de la société, une vision libre. Et cette vision libre, effectivement, consignée dans les projets des sociétés est présentée au sein de la population pour pouvoir, effectivement, demander que la population lui donne à ces groupes-là la permission, donc le pouvoir, donc la possibilité de pouvoir exercer, de pouvoir l'exercer au niveau de l'État afin de satisfaire ses besoins, afin de satisfaire le besoin que le parti politique a repris dans son projet de société. Est-ce qu'à l'époque de Mobutu, il y avait des projets de société? Tout le monde était impair, donc même avant même d'être conçu par vos parents, on était toujours impair et un point c'est tout. Oui, mais si vous suiviez à l'époque les interpellations qui se déroulaient au Parlement, c'est des vraies interpellations. Les ministres, les premiers ministres qui passaient au gouvernement, puisque les interpellations se passaient en direct, on avait réellement l'impression qu'on frôlait la démocratie. Et les cours des comptes, quand ils passaient à travers les entreprises, les mandataires de l'État étaient inquiétés. Certains d'entre eux étaient mis en prison. Il ne faut pas tout diaboliser quand même, professeur. Merci beaucoup, je ne diabolise pas tout, effectivement, comme vous êtes en train de dire. On avait l'impression qu'on était effectivement dans une vraie démocratie, comme maintenant d'ailleurs. Les interpellations sont des vraies interpellations. Mais cela ne signifie pas que, automatiquement, nous sommes dans un régime démocratique. Parce qu'il faut. Le problème, c'est quoi? Il faut voir après les interpellations, qu'est-ce qu'on fera de ces rapports-là. Puisque, après l'interpellation, on a pris un certain nombre de résolutions qui doivent être exécutées.
Est-ce la plupart, évidemment les gens qui étaient, même s'ils étaient nommés, ou les ministres en tout cas, s'est débrouillé, tout comme aujourd'hui, pour pouvoir en tout cas exercer ses compétences dans les limites de pouvoir qui leur avait été accordé, tout comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais le problème se pose de savoir qu'est-ce qu'on fait des solutions